On imagine des fois que parce qu'on fait un certain travail, on va dire, spirituel, parce qu'on se développe intérieurement, parce qu'on reçoit, on va dire, aussi plus de lumière ou plus d'énergie, on va aller mieux. On imagine qu'on va vers quelque chose qui va vers le mieux. Quelque chose qui va enfin nous faire découvrir quelque chose où la journée, on va avoir plus de bonne humeur, plus de joie, etc. etc. Alors qu'en définitive, le processus, il ne fonctionne pas en fait tout à fait comme ça. Même si en même temps, il y a des espaces qui s'ouvrent, en même temps, il y a la possibilité de révéler des espaces plus profonds, on arrive à trouver de la paix plus durable, on arrive à toucher à des espaces dans lesquels la joie est moins superficielle, et fondamentalement, on touche aussi par principe d'inversion des espaces qui font ressortir des turbulences, des espaces plus houleux, et toutes les petites choses qui étaient mises sous le paillasson depuis des mémoires et des mémoires. Et ça, c'est une question, alors ça, c'est la question qui fait le débat, c'est est-ce qu'on a besoin de souffrir pour grandir? C'est la grande question. Alors, quand on part dans les grandes théories philosophico-spirituelles, on a envie de dire que non. Ce qui est logique. Théoriquement, on n'aurait pas besoin de souffrir pour grandir. C'est logique. Même si le processus de la vie a mis en place une sorte de dualité qui fait que plus on descend dans l'ombre, plus on réveille de la lumière, ou plus on met de lumière, plus on révèle des espaces d'ombre pour pouvoir mettre cette lumière et transmuter, transcender aussi ces espaces, on va dire, un petit peu ténébreux de nous-mêmes. En théorie, non. Si on se posait tous la question, on se disait, est-ce que j'ai besoin de m'y mettre véritablement dans ma vie au moment où je vais bien, où j'ai pas de problème? Est-ce que je travaille véritablement sur moi et je me prends en charge quand tout va bien? Est-ce que je me préoccupe pour la planète véritablement et pour l'environnement par rapport à ce qu'on lui fait subir si il n'y avait pas de préjudice et de conséquences désastreuses? Est-ce que je me pose des questions véritablement et je bouge mes fesses quand ça va bien ou quand ça va mal? Est-ce que je vais consulter ou j'ai commencé le développement personnel au moment où j'allais le mieux dans ma vie? Est-ce que la plupart des gens qui font des pratiques spirituelles et qui se sont développés ont comme point d'action, comme point de départ, la joie et le bonheur d'être? Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et on se rend compte que généralement non. La plupart des gens qui ont mis en place, on va dire vraiment des systèmes pour même faire fleurir les plus belles inventions, c'est suite à une défaillance, à des impasses et des embûches par rapport à des activités qui ne fonctionnaient pas. Même la technologie de notre confort aujourd'hui vient d'une souffrance liée au confort d'antan. Difficulté à aller chercher l'eau dans les puits, difficulté à travailler la terre, on a fait des machines, etc., etc. Tous nos droits, même sociaux, sont nés quelque part d'une incohérence, de souffrance liée à l'égalité des droits, à l'équité entre les personnes, etc., etc. On a toujours réussi à favoriser une évolution qui nous amène à quelque chose de plus haut grâce à un dysfonctionnement qui nous a fait souffrir quelque part, qui n'était pas juste. Je dis de cette manière-là, on pourrait faire un débat qui est long par rapport à ça. Parce qu'il y a des fois, on arrive quand même, heureusement, à se prendre en main, parce qu'on a fait maturer quelque chose. Il y a une maturité en nous qui fait, c'est le moment de m'y mettre, parce que j'ai compris que, etc., etc. Mais fondamentalement, on se bouge les fesses parce que ça ne va pas. Et encore, des fois, il faut atteindre un point critique pour ça. Si on regarde l'état de la Terre aujourd'hui, à quel niveau de point critique il va falloir arriver au niveau des États, au niveau politique, au niveau social, pour que chacun se prenne véritablement, et je ne parle pas d'une minorité, là je parle d'une majorité, de la masse, entre parenthèses, enfin entre guillemets, va réussir à se prendre en charge individuellement pour sortir de l'état plus que critique dans lequel est la planète aujourd'hui. À quel niveau? Pourquoi? Parce que tout va bien peut-être, parce qu'on a encore ce qu'il faut dans notre assiette, parce que ça a l'air d'aller, on a de l'eau au robinet, qui a l'air d'aller, on prend notre voiture, on travaille, on a des supermarchés qui sont ouverts, etc., etc. J'en sais rien. Mais à quel niveau, voilà. Et si on regarde toujours au niveau individuel, on se rend compte que chacun d'entre nous, on va prendre comme ça, on est chacun d'entre nous un individu. Et on va prendre conscience véritablement d'un changement ou d'une possibilité de changement quand on se retrouve face à une impasse, à une envie d'évoluer, à une transition, à quelque chose dans lequel on veut passer à autre chose. Et là, on se prend en main parce qu'on a eu des problèmes, parce qu'on a perdu notre travail, parce qu'on se sent malheureux, etc., etc. Mais en fait, la collectivité représente un individu. Vous savez, c'est toujours le nivellement par le bas.
C'est-à-dire que l'avancée d'une collectivité ou même d'un groupe se fait par le plus petit dénominateur commun. C'est connu, hein, ça, en entreprise. Hein. C'est-à-dire que c'est les personnes qui sont entre parenthèses, qui avancent, entre parenthèses, de moins vite dans un groupe, qui, on va dire, nivellent quelque part la rapidité du groupe dans son ensemble. Ce n'est pas ceux qui vont le plus vite, hein. Vous voyez, si on prend un ensemble. Et même s'il y a une minorité dans notre société aujourd'hui qui connecte bien, il y a des gens qui ont mis en place des choses et qui ont envie de bouger, et que beaucoup de personnes se sentent faire partie d'une minorité un petit peu conscientielle qui fait avancer les choses, eh ben on a quand même un niveau de dénominateur commun, un pourcentage relativement énorme de la population qui n'en est pas à ces prises de conscience. Et de ce fait, l'individu que représente la collectivité mondiale en est encore à un niveau d'évolution de prise de conscience, je parle, de l'état critique dans lequel on est, qui est encore faible. Donc à quel niveau il va falloir arriver d'état critique véritablement mondial pour que la prise de conscience se fasse de manière inévitable et indispensable au niveau individuel? Alors là, c'est un point d'interrogation. On espère tous que ça va se passer le plus rapidement possible. Même ceux qui ont pris conscience individuellement qu'il y a un problème ont même baissé les bras et attendent qu'au niveau politique, il y ait des véritables choix qui sont faits. Et puis d'autres ne comptent plus sur les politiques et se disent c'est individuellement qu'il faut le faire. Mais bon, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et ça, tout ce qui vaut au niveau du collectif vaut au niveau de l'individu. C'est-à-dire que nous-mêmes, on est un monde à part entière, on a plusieurs personnalités, on a plusieurs espaces, on a des parties de nous qui freinent de quatre freins pour une évolution, qui ne veulent pas changer, qui veulent rester dans les habitudes, les croyances, dans les difficultés, etc., qui sont encore accrochés à des petites choses. Et il y a une partie de nous, encore des petites personnalités élites, hein, mentales et vitales de notre conscience et spirituelle, qui tentent de révolutionner notre monde intérieur. On a aussi tout ce monde-là, en fait, cet univers à l'intérieur de nous. Et en définitive, si on regarde bien nous-mêmes, à l'intérieur de nous, toutes les petites choses, on va dire, décalées, que nous faisons vivre aussi à l'intérieur de nous, eh ben on se rend compte qu'en fait, on est cet univers avec ses problématiques, sa masse qui ne veut pas évoluer, ses parties qui veulent révolutionner le monde intérieur, etc. On est aussi cette constitution-là. Et on ne peut pas, pour ma part, tenter d'imaginer de transformer le monde, on va dire véritablement collectif, si chacun d'entre nous, on ne prend pas en main notre propre système et notre propre structure intérieure. Le rayonnement des choses que nous faisons, l'action que nous allons avoir, qui va avoir comme point de conséquence une cause qui va être la paix, l'intention, la volonté, un alignement ou un centrage intérieur, va avoir comme conséquence le rayonnement et la fréquence de l'intention première qui a généré cette action. Comme si cette action avait un pouvoir dans l'invisible, un pouvoir énergétique qui allait pouvoir véritablement avoir un changement. Et que si notre intention de changer les choses, c'était le défaitisme, la pitié, une compassion mal placée, un sentiment de souffrance qu'on veut changer les choses, mais qu'on n'a pas fait ce travail à l'intérieur de nous, c'est comme si on éclaboussait par des actions, on va dire, une déstructuration quelque part, quelque chose de non aligné qui ne peut pas avoir d'effet à l'extérieur véritablement. C'est comme si on tentait d'aimer quelqu'un et d'amener à un enfant de l'amour par des actions, alors qu'on ne rayonne pas cet amour et qu'en fait on ne l'aime pas. L'enfant, il le sent, quelles que soient les actions qu'on lui donne, hein, qu'on lui achète un bateau, un gâteau, un machin, un truc, il le sent, ça ne le nourrit pas, ça ne le comble pas. Alors qu'une personne qui va naturellement juste lui donner des fleurs, une intention, une petite tartine, un machin, un petit fruit, juste avec le cœur, mais qui ne va pas donner grand-chose, mais son action va être dirigée et donnée avec un amour, un alignement, un centrage, une intention vraie dans l'action, eh ben ça va avoir un impact qui est immédiat. Même si c'est juste un regard, un simple regard. Hein. Quelle est la cause première et la véritable intention qui nous fait que nous avons envie de grandir? Après, c'est très français ce que je dis, mais on va dire qu'on comprend. Hein? Quelle est la véritable cause sous-jacente des actions que nous faisons véritablement quand nous allons méditer? Quelle est en fait la véritable intention de notre désir de vouloir changer? Ah oui, parce que ça peut être très bien pour avoir plus de reconnaissance en définitive. Pour être mieux vu, pour se sentir plus beau, etc., etc. Donc là, ça incite qu'on est en train de faire des pratiques de développement spirituel profondes qui ne sont peut-être pas adaptées en fait à la cause de ce pourquoi on fait ça. Donc ça portera peut-être pas ses fruits, parce qu'un véritable travail de développement spirituel,
Si je le dis vraiment spirituel, même ce mot est vraiment galvaudé, mais c'est une recherche de vérité. C'est pas une recherche de reconnaissance. C'est pas pour se voir plus beau que l'on est. Et c'est même pas, en définitive, pour révéler les plus beaux aspects de nous, au début en tout cas. Parce que ces plus beaux aspects, on ne les connaît pas forcément. C'est cette lumière, c'est cette essence qui veut se révéler. Mais on ne sait pas vraiment ce qu'on veut révéler. Ce qu'on veut, c'est éclairer, ouvrir et réaliser une vérité qui vit dans notre cœur. Du moins, c'est ce qu'on nous a dit. Et c'est ce qu'on a l'impression de ressentir. Donc, on va mettre en place des choses pour ça. Mais si la cause et l'intention de notre désir et de nos pratiques, c'est pas ça, ben on risque pas de toucher dans le mille. On va aller piocher ailleurs, c'est comme un aveugle qui cherche l'interrupteur. Il va tout casser autour. Et il va en souffrir, parce qu'il va se sentir perdu. On va commencer à faire tomber des croyances qu'on n'avait pas envie de faire tomber, parce qu'en fait, ce n'était pas le moment de les faire tomber, puisqu'au contraire, on veut de nouvelles croyances. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite.